Au début des années 70, les États-Unis traversent une période de troubles. Plusieurs scandales provoquent la crise de confiance des citoyens envers leurs institutions. En 1971, le New York Times publie les Pentagon Papers, document accablant l'action des gouvernements américains au sujet de la guerre du Vietnam entre 1955 et 1971. En 1972, le Washington Post et le New York Times révèlent le scandale du Watergate. Le président Nixon, coupable d'avoir ordonné le cambriolage du siège du Parti démocrate, démissionne 2 ans plus tard. En juillet 1973, un des membres du staff de Nixon, Alexander Butterfield, apprend à une commission sénatoriale que le président enregistre chacune de ses conversations dans le bureau ovale depuis l'été 1971. L'Amérique reste profondément traumatisée par l'assassinat du président Kennedy en 63 et de nombreux citoyens réclament la fin du conflit au Vietnam. Hollywood se saisit de ce climat de défiance institutionnelle à travers une succession de longs métrages mettant en scène des assassinats, complots et actions souterraines des services secrets. À cause d'un assassinat raconte l'histoire d'un reporter enquêtant sur le meurtre d'un sénateur américain. Les hommes du président narrent le récit du scandale du Watergate. Le gang Anderson met en scène un monde dominé par la surveillance électronique. Les 3 jours du Condor évoquent les agissements souterrains de la CIA. Le thriller paranoïaque connaît un important essor au cours de cette décennie. Les années 70 sont aussi marquées par l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs américains. Au sein de ce que l'on appelle le Nouvel Hollywood, nous pouvons citer Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg ou encore George Lucas. L'industrie hollywoodienne en crise économique choisit de confier des projets à de jeunes cinéastes plus en phase avec les préoccupations du public. Le cinéma américain s'ancre davantage dans une dimension sociale propre à la contre-culture de la fin des années 60. Le western Little Big Man prend parti en faveur des Indiens Cheyenne. Panic à Needle Park dépeint le quotidien de drogués à New York. Le duel relate la course-poursuite d'un camion contre un automobiliste paniqué. Violence, sexualité, drogue, causes défendues par les minorités ethniques se voient abordées sans tabou. Cette nouvelle vague américaine s'inspire de celles vécues en France, en Italie ou en Angleterre la décennie précédente. Enfin, les années 70 représentent l'émergence du blockbuster hollywoodien. Les succès consécutifs des Dents de la Mer, Rencontre du troisième type et Star Wars bousculent l'industrie et lui donnent une nouvelle direction à emprunter. Le public américain de la seconde partie des années 70 souhaite tourner la page de ces traumatismes nationaux. Je vous propose de parcourir avec moi la décennie 70-79 à travers 10 films à découvrir ou à redécouvrir. Un film par an pour saisir l'esprit d'une époque. Générique. « 1970. Le film de guerre s'impose au box-office. En 1970, la gogo danseuse Barbra Streisand provoque la colère d'un voisin écrivain dans La Chouette et le Pussycat. Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale tente de se faire passer pour un fou afin de rester au sol dans Catch 22. Robert Mitchum témoigne des tensions en Irlande durant la Première Guerre mondiale dans La fille de Ryan. L'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise en 1941 est reconstituée dans Tora, Tora, Tora. Dustin Hoffman prend fait et cause en faveur des Amérindiens dans Little Big Man. Un documentaire sur les festivals de Woodstock immortalise la contre-culture musicale de la fin des années 60. Un biopic sur le général Patton remporte l'Oscar du meilleur film. À la 3e place du box-office, Robert Altman tourne en dérision de la guerre de Corée dans MASH. En seconde position, un casting 5 étoiles remet au goût du jour le film catastrophe dans Airport. En tête du box-office, la romance Love Story provoque un large émoi au point de remporter 50 millions de dollars. 1970, c'est aussi l'année de sortie d'un thriller influencé par Alfred Hitchcock. Avec Le Boucher, le réalisateur Claude Chabrol nous livre un troublant polar psychologique.
Une succession d'assassinats de jeunes femmes plonge un paisible village du Périgord dans la psychose. Une directrice d'école soupçonne un boucher d'être l'auteur des crimes. Un faux polar. Une vraie étude psychologique sur la relation trouble entre deux personnages attirés l'un par l'autre mais au tempérament si différent. La cultivée institutrice sous le charme des manières rustiques d'un boucher. Un boucher manuel séduit par l'intelligence d'une enseignante. La belle et la bête. Le réalisateur Claude Chabrol emprunte les motifs du soupçon, de la blonde et du faux coupable au cinéma d'Alfred Hitchcock. Relégué hors champ, l'acte criminel n'intéresse pas l'auteur. Au contraire, l'atmosphère pesante parvient à s'imposer par le fait que le spectateur ignore l'identité du coupable. Le récit prend place dans un cadre quotidien avec des habitants en apparence ordinaires. Le film narre le retour de la barbarie dans un environnement civilisé et confronte la raison humaine à ses pulsions animales. Une histoire d'amour contrariée, portée avec naturel par Jean-Yann et Stéphane Audran. 1971, année du polar nerveux. En 1971, un thriller issu de la blaxploitation afro-américaine Sweet Sweetback Badass Song connaît un succès inattendu. Nous suivons des jeunes universitaires au Texas dans The Last Picture Show. Deux amis s'interrogent sur leur vie amoureuse dans ce plaisir qu'on dit charnel. Stanley Kubrick crée la polémique avec Orange Mécanique. Clint Eastwood fait respecter la justice à sa manière dans L'inspecteur Harry. Sean Connery reprend son rôle de James Bond dans Les diamants sont éternels. À la troisième place du box-office, le policier Popeye Doyle, interprété par Gene Hackman, ne plaisante pas avec les trafiquants de drogue dans French Connection. En seconde position, un cow-boy contemporain défend les élèves d'une école dans Billy Jack. En tête du box-office, le film musical Un violon sur le toit rapporte plus de 40 millions de dollars. 1971, c'est aussi l'année de sortie d'un émouvant mélodrame sur l'adolescence. En quatrième position du box-office, Un été 42 de Robert Mulligan témoigne une innocence mise en scène avec justesse. Lors de la saison estivale de l'année 1942, un adolescent de 15 ans tombe amoureux d'une femme dont le mari se trouve en Europe sur le champ de bataille. Une œuvre dont la grande force repose sur la photographie de Robert Surtees et la partition oscarisée de Michel Legrand. Véritable poème visuel et musical, Un été 42 raconte le passage à l'âge adulte, la découverte du désir et la perte de l'innocence. Sur un ton résolument nostalgique, le réalisateur Robert Mulligan exploite parfaitement le décor, proche de l'abstraction, d'une petite maison en bois située au bord d'une plage de sable fin. Perçu à travers le regard de l'adolescent Herbert, le monde semble relever de l'ordre du pur fantasme. À l'aide de nombreux ralentis soignés, le cinéaste filme magnifiquement son actrice principale, Jennifer O'Neill. Au détour de quelques séquences, Herbert se remémore en voix over les bons moments de sa jeunesse, les sorties avec les copains, la découverte des grands classiques au cinéma, la dégustation de bonbons et de glaces, à la recherche du temps perdu, une immanquable Madeleine de Proust. 1972, une famille mafieuse sicilienne marque les esprits. En 1972, Diana Ross incarne la chanteuse Billie Holiday dans le biopic Lady Sings the Blues. Nous suivons un homme des montagnes sauvant des loups dans Brother of the Wind. Steve McQueen noue une véritable idylle avec Ali McGraw dans Guet-apens. La production pornographique Gorge Profonde rapporte plus de 20 millions de dollars au box-office US. Lisa Minnelli chante et danse dans un établissement allemand des années 30 dans Cabaret. Robert Redford incarne le vétéran de guerre Jeremiah Johnson sous la direction de Sidney Pollack. John Borman livre une analyse brutale sur la nature humaine confrontée à sa propre barbarie dans Délivrance. En troisième position du box-office, le duo Barbra Streisand-Ryan O'Neill cartonne dans la comédie On se fait la valise, docteur. À la seconde place, Gene Hackman tente de sauver les rescapés du Poséidon dans l'aventure du Poséidon. En tête du box-office, le premier volet du Parrain de Francis Ford Coppola donne naissance au personnage iconique de la famille Corleone. 1972, c'est aussi l'année de sortie d'un film italien oublié mais réalisé par un réalisateur méritant d'être redécouvert. Avec le professeur Valerio Giorlini offre l'un de ses plus beaux rôles à Alain Delon. Nouvel arrivant dans la station balnéaire de Rimini en Italie, un enseignant de philosophie dépressif s'éprend de l'une de ses étudiantes sur laquelle il transfère sa propre détresse. Le brillant chant du cygne d'un homme confronté à l'impossibilité de combler son vide existentiel. En romantique désespéré, le professeur Dominici répète les erreurs du passé et s'enfonce dans une spirale dont il ne peut s'échapper. Possédant une grande maîtrise du cadrage dans l'espace, le réalisateur italien Valerio Giorlini établit un parallèle entre des décors gris en ruine et la tentative d'un homme de se reconstruire.
Un trombone musical solitaire résonne sur une plage abstraite. Le langage non-verbal du personnage suffit à nous faire comprendre son état d'esprit. Dans le rôle de Dominici, Alain Delon exprime une fragilité inédite dans sa carrière et prouve qu'un grand acteur peut aisément, en un regard ou un rythme de marche, se passer des mots pour véhiculer une émotion. Curieux paradoxe au sujet d'un protagoniste poète et écrivain à ses heures perdues. Indéchiffrable, Dominici invoque la résurrection du Christ tout en s'affirmant athée. Sa passion charnelle lui offre une dernière pulsion vitale, ouvrant la porte de l'éternité ou du néant. 1973, un film d'horreur provoque l'événement. En 1973, Al Pacino endosse le rôle du policier Frank Serpico dans Serpico de Sidney Lumet. James Bond reprend du service sous les traits de Roger Moore dans Vivre et laisser mourir. Ryan O'Neal incarne un escroc découvrant l'existence de sa fille dans La Barbe à Papa. Marlon Brando crée le scandale dans Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Clint Eastwood interprète une nouvelle fois l'inspecteur Harry Callahan dans Magnum Force. Barbara Streisand tombe amoureuse de Robert Redford dans Nos plus belles années de Sidney Pollack. Steve McQueen et Dustin Hoffman tentent de s'échapper d'un camp de prisonniers dans Papillon. À la seconde place du box-office nord-américain, Robert Redford s'associe une seconde fois à Paul Newman dans L'Arnaque. Toutefois, William Friedkin provoque la terreur dans les salles obscures. L'Exorciste rapporte près de 90 millions de dollars et traumatise l'Amérique. 1973, c'est aussi l'année de sortie du second film d'un jeune cinéaste promis à un grand avenir. Avec American Graffiti, le réalisateur George Lucas nous propose une plongée enthousiasmante dans le quotidien de jeunes diplômés universitaires. D'un budget inférieur à $1 million, le film devient le troisième plus gros succès de l'année et rapporte 55 millions de dollars de recettes. Au tout début des années 60, une soirée dans les rues d'une ville californienne en compagnie d'un groupe d'amis fêtant la fin de leurs études. Second film de George Lucas, un portrait nostalgique de l'innocence américaine, le rockabilly à la radio, la conduite des belles voitures, la danse en duo à la boum de l'université. Un beau moment comique et émouvant autour de la drague, des courses automobiles, des repas dans les drive-in et des 400 coups. Un film à petit budget, 777 000 $, en résonance avec son époque. À sa sortie en salle, American Graffiti devient l'un des plus grands succès populaires de l'année 73. Une raison peut expliquer l'engouement du public américain pour l'œuvre. Le besoin d'oublier les angoisses de la guerre du Vietnam entre 65 et 75, le scandale du Watergate en 72, la mort du président Kennedy en 63 et une actualité politique morose. En ce sens, situer son intrigue à une date antérieure à l'ensemble de ces événements serait une amnésie volontaire. Une seconde explication résiderait dans le sujet même du film. Un récit universel sur le passage à l'âge adulte à travers les visages des jeunes Ron Howard, Harrison Ford, Richard Dreyfuss et Charles Martin Smith. 1974, grande année pour le film Catastrophe et le réalisateur Mel Brooks. En 1974, un menuisier vivant dans les montagnes adopte un bébé grizzly orphelin dans la légende de James Adams et de l'ours Benjamin. Charles Bronson venge sa femme et sa fille dans Un justicier dans la ville. Burt Reynolds accepte depuis sa cellule d'organiser un match de football américain entre prisonniers et gardiens dans plein la gueule. Le film Airport 1975 réunit deux grandes figures du Hollywood classique. Michael Corleone poursuit son impitoyable ascension dans Le Parrain 2, Oscar du meilleur film. Tom Laughlin réendosse son rôle de cow-boy contemporain dans The Trial of Billy Jack. Charlton Heston et Ava Gardner essaient de survivre dans un Los Angeles en ruine dans Tremblement de terre. La troisième position du box-office nord-américain, Mel Brooks parodie le cinéma d'horreur dans Young Frankenstein. À la seconde place, Mel Brooks réalise encore un deuxième succès majeur de l'année, avec une parodie de western intitulée Le shérif est en prison. En tête du box-office, Paul Newman et Steve McQueen se confrontent à un immeuble en feu dans La Tour Infernale. 1974, c'est aussi l'année de sortie d'un film français remettant en cause le récit officiel gaulliste sur la Seconde Guerre mondiale. Avec Lacombe Lucien, le réalisateur Louis Malle narre toute la complexité du conflit. En juin 1944, un jeune paysan du sud-ouest de la France souhaite s'engager dans la résistance contre l'occupant allemand. Refusé en raison de son jeune âge, il bascule dans le camp de la Gestapo, l'itinéraire d'un collaborateur au profil ordinaire. Au moment de sa sortie en salle, Lacombe Lucien déclenche une vive polémique dans le pays. Le réalisateur Louis Malle remet en cause le récit officiel gaulliste d'une France entièrement résistante. Il aborde sans complaisance le sujet des vigistos résistants.
En effet, certains partisans du régime de Vichy se convertissent en soutien aux forces alliées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Perdu et ne semblant comprendre ni la gravité de ses actes, ni ses prises de décision, le personnage contradictoire de Lacombe Lucien pense, à tort, devenir important en exerçant des fonctions policières au service de l'ennemi. Sans idéologie clairement définie, il adapte son comportement au gré des circonstances changeantes. L'œuvre sonne la fin de l'amnésie d'un pays, rappelle la complexité de l'histoire, tout en suscitant un nouveau débat passionné sur la période étudiée. 1975, un requin terrorise le public et introduit le blockbuster. En 1975, l'opéra rock Tommy des Who inclut Eric Clapton, Elton John et Tina Turner au casting. Une championne américaine de ski, victime d'un accident, apprend à se reconstruire dans Un jour, une vie. Barbra Streisand reste une incontournable tête d'affiche dans le film musical Funny Lady. L'association Robert Redford Sidney Pollack continue de séduire le public avec le thriller paranoïaque Les 3 jours du Condor. Peter Sellers incarne à nouveau l'inspecteur Clouseau dans la comédie Le retour de la Panthère rose. Al Pacino braque une banque dans Un après-midi de chien de Sidney Lumet. Un coiffeur épris de ses clientes souhaite ouvrir son propre salon de beauté dans Shampoo. En troisième position du box-office, la comédie musicale horrifique The Rocky Horror Picture Show devient un film culte. À la seconde place, Jack Nicholson se fait passer pour un fou dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. En tête du box-office, le jeune Steven Spielberg réalise le film événement Les Dents de la Mer et contribue à donner naissance au blockbuster. L'œuvre totalise plus de 130 millions de dollars de recettes et devient l'un des principaux sujets de conversation de l'été. 1975, c'est aussi l'année de sortie de l'un des plus grands films historiques de l'histoire du cinéma. Avec Barry Lyndon, le réalisateur Stanley Kubrick dépeint le XVIIIe siècle avec une remarquable précision. Au XVIIIe siècle, l'ascension et la chute d'un jeune Irlandais ambitieux et sans scrupules au cœur d'une Europe en guerre. Chaque plan, composé comme une peinture vivante, confère une authenticité exceptionnelle sur l'esprit d'une époque. La mise en scène de Stanley Kubrick, riche en cadrage géométrique précis, longs plans fixes sans artifice et nombreux dézooms, se montre d'une intensité redoutable. Dans un souci minutieux de réalisme, le réalisateur tourne entièrement en lumière naturelle, allant jusqu'à éclairer des scènes à la bougie. Une extraordinaire direction artistique, en termes de décors, costumes, maquillage, une musique classique d'époque. Le véritable XVIIIe siècle européen au service d'un récit sur les ambitions cachées et l'hypocrisie d'un milieu aristocratique en constante représentation. De longs regards échangés entre les personnages immortalisent leurs tourments. Une limpide morale de Stanley Kubrick. Bon ou méchant, beau ou laid, riche ou pauvre, ils sont tous égaux à présent. Ironiquement, la vanité ne triomphe pas de l'issue finale attendant tout homme. 1976, la révélation Sylvester Stallone. En 1976, Charlton Heston, Henry Fonda et Toshiro Mifune participent à la bataille de Midway. Le documentaire In Search of Noah's Ark explore le prétendu lieu dans lequel repose l'arche de Noé. Clint Eastwood perpétue la légende d'Harry Callahan dans L'inspecteur ne renonce jamais. Un ancien champion de baseball devient l'entraîneur d'une équipe de jeunes dans La chouette équipe. Gregory Peck incarne la tête d'affiche du film d'horreur La malédiction de Richard Donner. Le scandale du Watergate devient l'objet d'un film d'investigation dans Les hommes du président. Le duo Richard Pryor-Gene Wilder tourne une comédie autour d'un meurtre dans Transamerica Express. À la troisième place du box-office nord-américain, le remake de King Kong redonne une seconde jeunesse aux gorilles. En seconde position, Barbra Streisand reste au sommet dans le film musical Une étoile est née. Toutefois, le boxeur Rocky Balboa remporte l'Oscar du meilleur film, consacre Sylvester Stallone comme nouvelle icône et rapporte plus de 55 millions de dollars de recettes. 1976, c'est aussi l'année de sortie d'une œuvre profondément critique du monde de la télévision. Avec Network, le réalisateur Sidney Lumet livre une charge résolument contestataire sur le fonctionnement du système médiatique américain. En perte de vitesse, un journaliste de télévision remonte sa courbe d'audience en devenant un polémiste dénonçant l'hypocrisie d'un système. Avec un cynisme total, le réalisateur Sidney Lumet attaque frontalement la société du spectacle et la recherche obsessionnelle du sensationnel par les grands médias. À l'écran, les coulisses du milieu journalistique se montrent impitoyables, sans scrupules, sans déontologie et sans démocratie. Le film présente la télévision comme un outil de manipulation des masses par des conglomérats et des lobbies. Seul le chiffre de l'indice d'écoute compte. Formidablement interprété par le provocateur Peter Finch, le personnage d'Howard Beale repousse les limites du politiquement correct
au point de devenir l'une des personnalités les plus populaires des États-Unis. Porte-parole de la colère d'une partie du peuple américain contre ses dirigeants, il exprime un rejet du matérialisme, parle sans filtre et assène en direct des vérités dérangeantes, trop dérangeantes. 1977, la guerre des étoiles. En 1977, deux joueurs de football américains tissent de solides relations avec la fille du propriétaire de leur club dans Les Faux Durs. Woody Allen remporte l'Oscar du meilleur film, celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario pour Annie Hall. Un employé de supermarché rencontre Dieu dans la comédie Bon Dieu. James Bond tente de séduire Barbara Bach dans L'espion qui m'aimait. Un couple de plongeurs découvre un trésor dans les grands fonds. L'opération Market Garden de septembre 1944 est reconstituée dans Un pont trop loin. John Travolta devient une star en dansant sur la musique des Bee Gees dans La fièvre du samedi soir. À la troisième place du box-office mondial, Steven Spielberg renoue avec le succès avec Rencontre du troisième type. En seconde position, Burt Reynolds reste l'un des acteurs les plus populaires de la décennie dans la comédie Cours après moi, shérif. Toutefois, Star Wars épisode 4 s'avère sans conteste le film phénomène de l'année. Avec plus de 300 millions de dollars de recettes, l'œuvre de George Lucas confirme le tournant opéré par Hollywood vers le blockbuster. 1977, c'est aussi l'année de sortie d'un film intimiste italien porté par deux icônes du pays, Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Avec une journée particulière, le réalisateur Ettore Scola évoque avec une grande sobriété ce que pouvait être le quotidien de citoyens au temps du fascisme. Le 8 mai 1938, le chancelier allemand Hitler rencontre à Rome le duce Mussolini. Tandis que les habitants de la capitale assistent à l'événement, une jeune mère au foyer recluse dans un immeuble avec un homosexuel vit une étonnante histoire d'amour. Image d'archives à l'appui, le réalisateur présente brièvement le contexte historique afin de mieux développer la relation entre deux exclus de la société italienne. Ettore Scola imbrique intelligemment la petite histoire à l'intérieur de la grande. Épurée et dépouillée de tout sensationnalisme, la mise en scène transcende les petits gestes du quotidien. De discrets plans séquences laissent progressivement jaillir l'émotion des personnages. Dans ce huis clos, proche du cinéma néo-réaliste italien des années 40, les comédiens recherchent une vérité à la limite du documentaire. Le rapprochement entre Marcello Mastroianni et Sofia Loren se révèle naturel. Éprouvant un sentiment réciproque de solitude, les deux protagonistes subissent les conséquences de l'histoire en marche. 1978, la confirmation John Travolta. En 1978, le tueur Michael Myers sème la terreur dans Halloween de John Carpenter. L'inspecteur Clouseau reprend du service dans La malédiction de la panthère rose. Un requin terrorise à nouveau les côtes dans Les Dents de la Mer, deuxième partie. Burt Reynolds réalise des cascades pour Hollywood dans La fureur du danger. Un ange gardien prend par erreur la vie d'un joueur de football américain dans la comédie Le ciel peut attendre. Clint Eastwood partage avec l'orang-outan Clyde l'affiche de Doux, dur et dingue. À troisième place du box-office mondial, John Belushi et ses amis s'amusent à l'université dans American College de John Landis. En seconde position, Christopher Reeve endosse le rôle emblématique de Superman. En tête du box-office, John Travolta continue son ascension, accompagné d'Olivia Newton-John dans le film musical Grease. Avec plus de 150 millions de dollars rapportés, l'œuvre confirme l'envie du public de se tourner vers des productions optimistes. 1978, c'est aussi l'année de sortie du grand vainqueur de la cérémonie des Oscars. Avec Voyage au bout de l'enfer, le réalisateur Michael Cimino livre l'un des plus beaux témoignages sur les conséquences de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Amis dans la vie, plusieurs ouvriers américains décident de partir se battre au Vietnam. À la lecture du synopsis, le spectateur pourrait s'attendre à un grand film de guerre spectaculaire de 3 heures. Pourtant, il n'en est rien. En choisissant de tourner partiellement dans la pénombre, le réalisateur concrétise un drame intimiste. Michael Cimino structure son film en 3 parties, chacune d'une durée proche d'1 heure. La vie avant l'engagement, l'expérience au combat et le retour au pays. Le conflit en lui-même intéresse peu le cinéaste. Ce dernier préfère analyser en profondeur les conséquences de la guerre sur les relations entre les personnages. Le retour du soldat se révèle le thème majeur de l'œuvre. La dislocation d'une grande communauté représente une métaphore de la défaite américaine au Vietnam. Après le temps de l'innocence, la découverte du réel réveille les doutes et les angoisses d'une nation se pensant toute puissante. Composé d'un formidable casting, Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken, John Cazale, un touchant témoignage sur la désillusion d'un pays endeuillé. 1979,
la science-fiction nourrit l'imaginaire du public. En 1979, Kermit la grenouille et Miss Piggy partent à Hollywood dans Les Muppets le film. James Bond décolle dans l'espace dans Moonraker. Le maladroit et naïf Steve Martin trouve un emploi dans la comédie Un vrai schnock. Un compositeur hollywoodien de chansons de variété s'éprend d'une femme bien plus jeune que lui dans Elle. Un alien décime les membres du vaisseau Nostromo dans Alien, le 8e passager. L'amiral Kirk et le commandant Spock apparaissent pour la première fois au cinéma dans l'adaptation de la série télévisée Star Trek. À la 3e place du box-office mondial, Rocky affronte à nouveau Apollo Creed sur le ring dans Rocky 2. En seconde position, une maison hantée défraie la chronique dans Amityville, la maison du diable. Toutefois, le plus grand succès de l'année met en scène un père de famille divorcé devant s'occuper seul de son fils dans Kramer contre Kramer. 1979, c'est aussi l'année de sortie de la Palme d'Or emblématique du Festival de Cannes. Avec Apocalypse Now, le réalisateur Francis Ford Coppola présente la guerre du Vietnam dans toute sa folie. Durant la guerre du Vietnam, un soldat américain se voit confier la mission de mettre hors d'état de nuire un colonel devenu incontrôlable, interprété par Marlon Brando. Adapté du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, un véritable cauchemar psychédélique sans fin se déroule à l'écran. En remontant un fleuve, un individu civilisé remonte les siècles pour découvrir la sauvagerie originelle de l'homme. Derrière la mise en scène de situations insensées, un concert de rock au milieu de la jungle, du surf sur le champ de bataille, des bombardements en hélicoptère à l'écoute de la musique de Wagner, un monologue lunaire sur les vertus du napalm, Francis Ford Coppola étudie la noirceur de la nature humaine. Lors d'une conférence de presse donnée au Festival de Cannes en 1979, le réalisateur explique le tournage chaotique du film. Apocalypse Now n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Et la façon dont nous avons réalisé Apocalypse Now ressemble à ce qu'étaient les Américains au Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d'argent, trop de matériel, et petit à petit nous sommes devenus fous. Ou comment le déroulement d'un tournage résonne en écho à la thématique du film. Les années 70 voient le succès notable de plusieurs genres cinématographiques. Le film catastrophe s'impose avec entre autres Airport, l'aventure du Poséidon, Tremblement de terre et La tour infernale. Le film de guerre connaît aussi un vif intérêt avec Patton, La bataille de Midway, Un pont trop loin, Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now. Le polar se renouvelle à travers la figure de policier anti-héros dans L'Inspecteur Harry, French Connection et Serpico. Les interprètes les plus populaires de la période s'appellent Barbara Streisand, Dustin Hoffman, Clint Eastwood, Robert Redford, Gene Hackman, Al Pacino, Robert De Niro, Steve McQueen, Burt Reynolds, Jack Nicholson, John Travolta ou encore Richard Dreyfuss. Les cinéastes du Nouvel Hollywood figurent au générique des plus grands succès de la décennie. Francis Ford Coppola avec les 2 premiers volets du Parrain et Apocalypse Now, Peter Bogdanovich avec The Last Picture Show et La Barbe à Papa, George Lucas avec American Graffiti et Star Wars, William Friedkin avec L'Exorciste et French Connection, ou encore Steven Spielberg avec Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. De grandes sagas perdurent parmi lesquelles Rocky, La Panthère Rose et James Bond. Nous pouvons observer l'émergence de 2 tendances au sein de l'industrie hollywoodienne. D'une part, un cinéma d'auteur ancré dans les préoccupations et les interrogations du citoyen américain. D'autre part, un goût pour le blockbuster divertissant, symptomatique d'une volonté de s'évader du quotidien. L'Amérique cherche à la fois à exorciser ses doutes et ses tourments, tout en se projetant dans un univers de pure science-fiction. Il ne s'agit pas d'un hasard si Alien, Star Trek ou encore Star Wars cartonnent durant la deuxième partie des années 70. Avec l'échec cuisant de La Porte du Paradis de Michael Cimino en 80, la tendance blockbuster l'emportera définitivement dans l'industrie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.